Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Le groupe Patient d'Île-de-France vous souhaite la bienvenue et bienvenue aux nouveaux participants. Nous en avons 3 aujourd'hui, donc bienvenue à vous. Et depuis la création de ces groupes, nous avons déjà reçu 11 experts, ce qui nous a permis de mieux comprendre la fibrose pulmonaire et aussi appréhender notre quotidien autrement, en mettant à exécution ce que l'on a pu apprendre et retenir de ces rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un sujet tout aussi important qui peut nous aider à mieux vivre et à surmonter certaines situations de notre quotidien. Alors pour cela, nous avons invité Madame Delphine Curis et Madame Alice Astoul, qui sont assistantes sociales pour les patients de la filière Respifil, dont la FPF est partenaire. Donc, merci beaucoup, mesdames, de nous avoir, d'avoir accepté notre invitation et merci aussi pour le temps que vous nous accordez. Je vais vous poser quelques questions, enfin pas mal de questions quand même. Mais avant cela, je vous laisse vous présenter. Donc, Delphine, si vous voulez vous présenter, et puis ensuite Alice, et je vous reprendrai derrière tout de suite pour vous poser les premières questions. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Delphine Curis, assistante sociale basée à Toulouse. J'ai créé Alliance Sociale, qui est un service social d'abord à destination du personnel des entreprises. Et puis, depuis le mois d'avril 2022, on a commencé à intervenir pour les filières de santé maladies rares. Donc, d'abord auprès de Fava Multi depuis avril 2022 et puis ensuite Fimarad et Respifil depuis novembre 2023. Donc, ce qu'on propose au niveau des filières de santé, donc c'est une aide en distance pour écouter, soutenir, accompagner les patients qui auraient des questions et des besoins pour un accompagnement concernant l'accès aux droits et les différentes démarches administratives liées à leur situation. Merci. Alice? Bon, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Alice Astoul, je suis donc assistante sociale et j'ai fait un parcours dans lequel j'ai travaillé tant pour des institutions publiques que pour des institutions privées. Et depuis janvier 2024, j'ai le plaisir de travailler chez Alliance Sociale et donc d'accompagner les patients des filières de santé citées par Delphine. Donc bien sûr, Fimarad, Favamulti et Respifil. Et c'est une belle découverte pour moi aussi, cet accompagnement-là, qui est un petit peu différent des autres accompagnements. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir partager avec vous. Merci beaucoup, Alice. Eh bien, écoutez, on ne va pas tarder à commencer. Je vais vous poser donc la première question et je vais commencer par Delphine concernant les aides possibles globalement. Et donc, elles sont nombreuses. Et ma première question concerne l'ALD. Donc, comment dois-je demander l'ALD et que dois-je faire et qui contacter? Oui, alors l'ALD, donc je pense que c'est une prestation que vous connaissez bien. Donc c'est l'affection longue durée, donc qui a été mise en place en fait dès la création de la sécurité sociale et qui a pour vocation d'aider les patients qui ont une maladie chronique avec un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse. Vraiment, le but de l'ALD, c'est de vous aider justement en vous évitant de faire l'avance des frais liés à des soins, liés à des consultations médicales, des transports ou de soins, transports, consultations. Alors, il y a les ALD 30. Donc, les ALD 30, c'est une liste officielle qui répertorie 30 pathologies, 30 affections. Et en fait, concernant les maladies rares, eh bien, on appelle les ALD 31, donc c'est des ALD dites hors liste. Voilà, donc les pathologies rares rentrent dans cette catégorie-là. Donc, comment en bénéficier? Eh bien, il faut voir avec le médecin traitant qui, bien souvent, est force de proposition par rapport à l'ALD et va faire une demande de prise en charge à 100%
des soins liés à votre pathologie, vos ou votre pathologie. Donc, c'est bien au médecin traitant de rédiger ce protocole de soins qui va bien spécifier en fait les traitements dont vous avez besoin en rapport avec votre pathologie. Voilà, c'est vraiment un critère qui est très important. On voit des refus parce que justement, sur certaines pathologies, il n'y a pas les traitements qui ont été bien spécifiés. Donc voilà, donc après, effectivement, comme je le disais, l'ALD permet donc d'avoir l'exonération du ticket modérateur, donc concernant les traitements, les examens à réaliser, les consultations de professionnels et les transports lorsque vous devez vous rendre à soit des rendez-vous médicaux, soit des interventions médicales et qui sont parfois éloignées de votre domicile. Voilà, Euh, donc c'est... Pardon, Françoise? non, non, je vous en prie, allez-y. Non, je voulais juste te dire que elle est accordée pour 3 ans, sauf cas particulier où elle peut être accordée pour 10 ans. Voilà. D'accord. Et si mon ALD a été refusé, que dois-je faire? Alors, si l'ALD a été refusée, en fait, il faut faire un recours. Et donc, à partir du moment où vous recevez la décision, la notification de refus de votre demande d'ALD, eh bien, vous allez disposer d'un délai de 2 mois pour faire ce recours. Alors, pour faire le recours, c'est un courrier que vous devez adresser donc avec évidemment une lettre avec accusé de réception à la commission médicale de recours amiable. Donc, dans tous les cas, les coordonnées de cette commission et le process est bien indiqué dans la décision de refus, hein, donc tout est indiqué. Et il faut adresser ce courrier avec les motifs de la consultation, bien argumenter les besoins que vous avez par rapport à cette ALD, et notamment que vous avez des soins longs, coûteux par rapport à votre pathologie, bien joindre la notification de refus en fait, et éventuellement aussi ce qu'on conseille tout le temps, c'est s'il y a un PNDS, un protocole national de soins qui est associé à votre pathologie, eh ben, soit il y a une synthèse, soit il n'y a pas de synthèse médicale, mais s'il n'y a pas de synthèse médicale, de bien euh, euh, photocopier les parties du PNDS qui vont concerner les soins liés à votre pathologie. Et ensuite, la commission statut sur pièce. Donc, on a quand même des retours de recours que l'on a accompagnés et qui reviennent positifs. Donc, ça, c'est très, très chouette pour les patients. Hmm. Eh bien, Alice, maintenant, je vais m'adresser à vous. Si j'ai besoin d'une assistante au quotidien, comment puis-je bénéficier d'une aide ménagère, par exemple? Alors, si vous avez besoin d'une assistance au quotidien, il y a, je dirais, deux situations. La première, c'est vous avez moins de 60 ans. Dans ce cas-là, quand vous avez moins de 60 ans, il est conseillé de faire une demande de PCH, prestation de compensation du handicap. La PCH, c'est une prestation qui est versée par la MDPH, Maison départementale des personnes avec un handicap. Et dans la PCH, si vous voulez, il y a 5 catégories, dont une qui s'appelle l'aide humaine et qui permet de couvrir l'intervention d'une tierce personne à domicile. Cette tierce personne, ça peut être un aidant, ça peut être un service de prestation à domicile ou ça peut être un salarié que vous employez de votre propre chef, on va dire. Enfin, en direct, c'est plus, pour être plus clair. Et les conditions autour de la PCH, il y a des conditions administratives. Donc là, je vous le disais, c'est avoir moins de 60 ans ou avoir rempli les conditions d'accès à la PCH avant ses 60 ans, ou encore être encore en activité professionnelle. Par exemple, quelqu'un qui sera encore en activité professionnelle, même s'il a dépassé l'âge légal de la retraite, il peut bénéficier des aides de la PCH. Et ensuite, il y a des critères aussi. Alors, ce que je pourrais vous rajouter, c'est qu'il n'y a pas de critère de revenu. Donc ça, c'est important à dire. Donc ça, c'est le critère administratif. Et ensuite, il y a des critères, bien sûr, médicaux. Et dans les critères médicaux, il faut présenter 2 difficultés graves ou une difficulté absolue dans un des domaines que je vais vous citer. Le premier domaine, c'est mobilité et manipulation. Donc, typiquement, se déplacer. Le deuxième domaine, c'est l'entretien personnel. Donc, c'est se laver,
s'habiller. Le troisième domaine, c'est communication. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que, en fait, il ne permet pas d'ouvrir des droits à la PCH aide humaine. Et enfin, alors là, c'est tâches et exigences générales et relations à autrui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la relation à l'autre ou sa capacité à exécuter plusieurs tâches en même temps. Donc voilà, par exemple, maîtriser son comportement. Et donc, si vous remplissez deux difficultés graves ou une difficulté absolue dans ces domaines-là, vous pouvez bénéficier de la PCH aide humaine. Et l'octroi d'une PCH aide humaine, ce qu'il faut dire, c'est que les conditions sont de plus en plus strictes et que donc, du coup, pour l'emploi d'une aide à domicile, c'est uniquement des personnes. Ah, pardon, je regardais le chat en même temps. C'est uniquement des personnes qui peuvent bénéficier d'un soutien à l'autonomie. Donc, voilà, c'est des conditions quand même bien définies. Et après, si on a plus de 60 ans, eh ben, on peut solliciter l'APA, l'allocation pour les personnes âgées. Et dans tous les cas, que ça soit dans le cadre de la PCH, dans le cadre de l'APA, que ça soit en direct, c'est important de rappeler qu'il y a un crédit d'impôt qui est à hauteur de 50% des sommes engagées. Donc jusque dans la limite des 12 000 euros. Après, ça peut être plus, il y a des majorations qui existent, notamment pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Merci. Et Delphine, maintenant, comment puis-je être aidée à mon domicile si je ne remplis pas les conditions pour la PCH? Delphine, on l'a perdue. Voilà, je réactive le son. C'est bon. Oui, donc comment être aidé si vous ne remplissez pas les conditions de la PCH, autrement dit, si vous ne relevez pas de ce dossier MDPH lié à la Maison départementale du handicap. Comme le disait Alice juste avant, vous pouvez solliciter une allocation qui s'appelle l'allocation personnalisée à l'autonomie. Alors, petit rappel sur les conditions PCH. Donc, pour avoir la PCH, il faut être âgé soit de moins de 60 ans à la demande, soit de remplir les conditions d'accès à la PCH avant 60 ans. Donc, vous pouvez avoir plus de 60 ans, mais il faut avoir rempli les conditions avant. Ou bien, vous pouvez être en activité professionnelle, donc au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, lors de la première demande de PCH. Donc, si vous êtes encore actif au-delà de l'âge légal de la retraite, vous pouvez quand même demander la PCH. Voilà. Et si vous n'êtes plus dans ces conditions-là, eh bien, pour avoir une aide humaine à la maison, c'est un dossier d'allocation personnalisée à l'autonomie. Donc, c'est vraiment une allocation qui va avoir pour but de soutenir les personnes en perte d'autonomie à leur domicile. Donc, l'objectif, c'est de continuer à vivre le mieux possible à ce domicile avec des compensations humaines. Donc évidemment, l'APA s'adresse donc aux personnes qui ont plus de 65 ans et qui vont avoir des difficultés pour accomplir les actes essentiels de la vie. Donc par exemple, ça peut être se lever, se laver, s'habiller, préparer des repas. Voilà, ça peut être ces éléments-là. Donc pour bénéficier de l'APA, il faut s'adresser au conseil départemental, autrement dit à la maison départementale des solidarités, dans lequel il y a un service vieillesse, CLIC, et donc il y a un référent un service qui est là pour vous donner toutes les informations nécessaires. Et puis c'est une équipe qui justement va se rendre au domicile de la personne qui a besoin pour réaliser en fait une évaluation. Et donc, c'est une évaluation qui est réalisée soit par un médecin ou une infirmière d'ailleurs, ou les deux des fois. Et donc, ils vont utiliser le support qui est la grille Agir et qui va permettre, grâce à cette grille, d'évaluer le niveau de dépendance de la personne. Donc, c'est une grille nationale, la grille Agir. Et donc, voilà. Alors, elle est évidemment, ça fait que l'aide qui va découler de cette grille Agir, elle va forcément être personnalisée ils vont faire une évaluation. L'équipe va faire une évaluation vraiment en partant de cette grille. Donc, la grille GIR, elle va de 1 à 6. Les GIR 1, GIR 1, ce sont les personnes qui sont vraiment les plus
dépendantes. Donc, c'est les personnes qui sont confinées au lit ou en fauteuil et qui ont même perdu une autonomie mentale, corporelle, etc. Et les GIR6, c'est les personnes qui sont encore autonomes pour les actes de la vie courante, mais qui vont avoir quelques besoins sur certains actes de la vie quotidienne. Alors, les aides de l'APA, comme d'ailleurs d'autres aides, vont s'adresser aux personnes qui sont classées en GIR de 1 à 4. Voilà. Au-delà, il n'y a pas d'aide. Ça veut dire que si on ne relève pas ni de la PCH, ni d'un GIR de 1 à 4, eh ben, ça veut dire qu'il y a des services qui peuvent vous aider à avoir des aides humaines, mais ce sera à votre charge. Donc, si la personne est GIR 1 à 4, donc va y avoir un plan d'aide qui va déterminer un montant d'aide alloué à la personne pour avoir des aides humaines. Donc, il y a différentes possibilités, comme le disait Alice, soit des auxiliaires de vie, soit un aidant familial, soit voilà, des structures associatives que vous allez solliciter sur le territoire. Mais l'aide peut aussi servir à financer des prestations aussi comme l'adaptation du logement et même des services de portage à domicile. Voilà. Donc, c'est pas que de l'aide humaine dans les actes de la vie quotidienne, hein. On peut aussi demander une adaptation du logement et les repas à domicile. Donc, l'APA, elle est destinée à tous, quel que soit le revenu, mais c'est le montant qui va varier quand même en fonction des ressources du bénéficiaire. Voilà. Donc, elle est quand même ajustée. Elle va être versée par les services du département. Donc, voilà. Et maintenant qu'on a vu l'aide humaine au regard de la PCH et au regard de l'APA, on sait, nous, d'expérience, que quand même, il est plus avantageux d'ouvrir des aides au titre du dossier handicap que de l'APA. Généralement, les aides ouvertes au titre du dossier MDPH sont plus avantageuses que celles ouvertes au titre de l'APA. Merci, c'est une grande explication, hein. J'espère on s'y retrouvera tous, hein. Alice, maintenant, quels sont les autres aspects de ma vie, en fait, sur lesquels la PCH peut intervenir? Alors, tout à fait, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait la PCH aide humaine et qu'il y avait 5 types de PCH. L'autre type de PCH, c'est l'aide technique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, l'aide technique? Ça veut dire, par exemple, j'ai besoin d'une loupe parce que j'ai une déficience visuelle. J'ai besoin d'audioprothèse parce que j'entends mal. Donc, ça, c'est tous ces équipements qui vont permettre, en fait, de faciliter le quotidien et de répondre aux besoins de la personne. Donc, ça, c'est donc aide humaine, aide technique. Ensuite, il y a l'aménagement du logement dans la PCH. Donc là, l'exemple typique, c'est des travaux d'aménagement du logement, tant à l'intérieur, c'est-à-dire salle de bain, WC, qu'à l'extérieur. Par exemple, j'ai besoin d'une rampe d'accès, j'ai besoin de faire bétonner la cour. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être prises en charge. Alors, à la MDPH, j'aime bien parce qu'ils disent c'est ou ce n'est pas. Et là, on pourrait dire que ce n'est pas pour rénover son logement, par exemple. C'est-à-dire que c'est bien dédié à un besoin lié au handicap. Donc, aide humaine, aide technique, aide à l'aménagement du logement, aide à l'aménagement du véhicule ou surcoût lié au transport. Alors, l'aménagement du véhicule, bah, c'est l'aménagement, par exemple, du poste de conduite. J'ai besoin d'une boule sur le volant parce que j'ai des problèmes de dos ou des problèmes au bras. Et donc, du coup, c'est plus facile de tourner le volant plutôt que d'avoir à manœuvrer. J'ai besoin d'une boîte automatique. Tout ça, c'est de l'aménagement du véhicule. Et après, si on est sur les surcoûts liés au transport, dans ce cas-là, c'est plutôt, par exemple, j'ai besoin de prendre un transport adapté. Donc, dans ce cas-là, il y a un surcoût et la PCH peut intervenir. Alors, par contre, je fais un petit attention dans le sens où vraiment le surcoût lié au transport, ça ne comprend pas tout ce qui est transport médicaux non pris en charge. Ça, soit il y a un bon de transport qui est fait par la CPAM, enfin qui est demandé par le médecin et accordé par la CPAM, mais en tout cas, la PCH ne vient pas couvrir des frais qui ne seraient pas pris en charge dans le cadre de la CPAM. Et enfin, il y a donc dans mes 5 aides, il y a aussi les charges spécifiques et exceptionnelles.
Alors bon, ça c'est un peu un grand mot pour dire un peu tout, mais c'est tout ce qui va être frais techniques qui sont pas pris en charge dans les précédents. Exemple, tous les frais liés à l'incontinence, par exemple, et aussi tout ce qui va être réparation de tout ce qui est pris en charge dans les aides techniques. Donc, par exemple, mon audioprothèse s'est cassée, mais elle est réparable et il y a eu un surcoût. Et dans ce cas-là, ça va rentrer dans les charges spécifiques et exceptionnelles. Et enfin, il y a l'aide animalière. Alors, je vais très vite parce que je pense que vous n'êtes pas concernés. C'est toutes les charges, alimentation, frais vétérinaires pour les chiens qui sont labellisés. Donc, bon, voilà. C'est assez spécifique. Et ce que je peux vous dire quand même qui est important, c'est que dans notre domaine du social avec Delphine et plus largement dans tout ce qui est PCH, enfin, plus dans le domaine du social et aussi, notamment dans la PCH, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions législatives très régulièrement. Donc, je vous invite quand même, aujourd'hui, on vous fait cette présentation et c'est le but de vous donner beaucoup d'informations, mais c'est de dire qu'on reste disponible pour répondre à vos questions, déjà sur des situations spécifiques, mais aussi parce qu'il y a régulièrement des évolutions législatives. Merci. Delphine, maintenant, et si je ne bénéficie pas de la PCH, quelles aides je peux mobiliser pour réaménager mon domicile, par exemple, si je ne peux plus monter mes escaliers, ou bien si j'ai besoin d'adapter ma salle de bain? Grande Oui, question. une grande question qui se pose, oui, voilà, quand on a des difficultés et que l'âge avance, effectivement. Alors, il y a la prime ADAPT hein, qui, anciennement, il y avait l'aide habitée et donc la prime ADAPT depuis le 1er janvier donc 2024 et qui permet de financer la réalisation de travaux pour aménager son logement, en fait, hein, tout simplement. Effectivement, ça peut être remplacement de la baignoire par une douche, installation d'un monte-escalier, pose de main courante, enfin voilà, tout ce qu'on a vu précédemment avec Alice dans le cadre de la PCH et de l'APA. Et donc, voilà, il y a cette possibilité aussi de ma prime Adapt, voilà, qui va dépendre quand même d'un certain plafond de ressources, hein. Donc, voilà, de la situation du handicap, de l'âge aussi de la personne, hein. Il faut être âgé de 70 ans ou plus, ou bien être âgé entre 60 et 69 ans en fonction des conditions GIR. Donc, je crois GIR, c'est de 1 à 3 également. Donc, voilà, là, c'est des travaux voilà, qui vont s'adapter en fonction des besoins spécifiques de la personne. Donc, il faut se renseigner auprès de France Rénov, de votre CCAS, de votre lieu de domicile. Puis après, il y a tout un process qui est très bien expliqué sur les services publics. Voilà, vous êtes accompagné par ce qu'ils appellent un assistant à maître d'ouvrage qui va superviser le besoin d'aménagement, la réalisation des travaux euh, et voilà. Et les artisans donc qui doivent intervenir sont labellisés. Voilà, vous pouvez également être accompagné par un ergothérapeute hein, pour bien comment dire, affiner le diagnostic des aménagements dont vous avez besoin. Donc voilà, il existe cette aide en plus que vous pouvez évidemment mobiliser pour aménager votre logement. Eh bien, merci. Alice, vous m'aviez parlé de nouveautés liées à cette prestation. Pouvez-vous nous en dire deux mots? Ah, ça a coupé quelques secondes, mais j'ai entendu votre question, Oui. Françoise. Effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des évolutions législatives régulièrement, et notamment dans le cadre de la PCH. Il y en a une qui est survenue en 2021, qui a ouvert une PCH parentalité. Alors, je pense que peu d'entre vous sont concernés, mais c'est important de dire que quand même, aujourd'hui, pour les parents en situation de handicap, il existe la possibilité de compenser ce handicap-là et donc, par exemple, de financer soit une aide humaine à la parentalité, si j'ai besoin d'aide pour m'occuper de mon nourrisson, pour lui donner le bain parce que physiquement, c'est pas possible pour moi. Ou j'ai besoin d'une aide technique. Vous vous souvenez, on a dit aide technique, ça veut dire aménagement. Et donc, par exemple, j'ai besoin d'une table à langer qui monte et qui descend de façon à pouvoir changer mon nourrisson. Et bien, tout ça, c'est des financements qui sont pris en charge maintenant par la MDPH. Et ça, c'est depuis 2021. Et donc, cette PCH parentalité, elle est pour les
Ah, attendez, j'ai un bug d'écran. Elle est pour les parents qui ont des enfants de moins de 7 ans. Et après, je vous parlais aussi d'une évolution législative qui là est majeure, c'est autour de la PCH sans limitation de durée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les aides de la MDPH, elles ont un temps. En fait, aujourd'hui, une PCH, elle est octroyée pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, en 10 ans. Et en fait, auparavant, la PCH, elle était octroyée maximum pour 10 ans que pour 3 des catégories que je vous ai précédemment citées. Et donc, ça obligeait les gens à refaire régulièrement des dossiers et ça a créé aussi des embouteillages à la MDPH qui est déjà quand même pas très rapide, hein, parce que je ne crois pas qu'on vous l'ait dit, mais le traitement d'un dossier MDPH, c'est en moyenne 6 mois. Donc, pour éviter cet engorgement et pour faciliter la vie des patients, et ben maintenant, la PCH peut être octroyée pour une durée de 10 ans, ce qui évite de renouveler régulièrement ces demandes, en fait. Merci Alice. Delphine, si j'ai moins de 60 ans, quel intérêt ai-je à me faire reconnaître en tant que personne handicapée? Alors, il y a beaucoup d'intérêt à faire ce fameux dossier MDPH hein, quand on a moins de 60 ans, même si voilà, c'est pas une démarche qui est facile parce que c'est un dossier qui est assez lourd à remplir hein, puisqu'il concerne finalement les enfants, les adolescents, les étudiants et les adultes. Hein. Donc, ils ont tout regroupé dans un seul et même dossier, mais ça fait que le dossier peut paraître un peu complexe. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que nous, on est là pour aider les personnes à faire cette démarche-là en ligne, voilà, les soutenir jusqu'à la complétude du dossier. Donc, il y a pas mal d'avantages. Hein. Déjà, il y a le but vraiment du dossier handicap, c'est vraiment de solliciter toutes les aides et les prestations qui sont nécessaires à la compensation de son handicap et pour vivre le mieux possible dans sa vie quotidienne, qu'elle soit familiale, sociale et professionnelle. Donc, c'est vrai que si on est, donc il y a évidemment, il y a des avantages, par exemple, par rapport aux aides financières. Quand on a un handicap qui peut être, alors soit compris entre 50 et 70%, soit plus de 80%, là, c'est systématique. Il y a l'octroi d'une allocation adulte handicapé, donc l'AAH. Donc c'est vrai que c'est une allocation qui peut permettre pour les personnes qui ne seraient plus en capacité de travailler, pour les personnes qui seraient plus en capacité d'avoir des droits chômage, eh bien, on peut se retrouver en rupture de droit avec droit à plus grand-chose finalement. Et l'AAH permet d'avoir un revenu minimum qui, de mémoire, est aux alentours de 820 et quelques euros à vérifier, mais par mois, par personne. Et avancée majeure, je trouve, depuis le mois d'octobre 2023. L'AAH a été déconjugalisée. Ça veut dire qu'en fait, pour les bénéficiaires de l'AAH qui sont en couple, eh bien, cette AAH n'est plus soumise aux revenus du conjoint. Donc, l'idée du législateur, c'est vraiment de rendre la personne bénéficiaire de l'AAH complètement indépendante. Donc, ce que je trouve vraiment très, très, très bien. Donc, autre bénéfice de l'AAH, c'est que elle permet de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont bénéficiaires de l'AAH, qui n'auraient pas le taux plein, l'âge légal, on sait que, bon, en fonction des années de naissance, mais l'âge légal est aujourd'hui fixé à 64 ans en fonction des années de naissance, mais si la personne a entre 62 et 64, qui, en fonction de son année de naissance, n'a pas pu atteindre le taux plein, eh bien, le fait d'être bénéficiaire de l'AAH permet d'avoir le taux plein dès l'âge de 62 ans. Donc, c'est un cas de départ anticipé à la retraite. Donc, c'est quand même, voilà, très important. Donc, évidemment, on va pas revenir sur la PCH puisqu'on en a parlé de façon très détaillée, mais voilà, ça permet d'avoir toutes les aides liées à la PCH. Et le dossier MDPH a des conséquences très vertueuses dans l'environnement professionnel, puisque les personnes qui ont une pathologie peuvent demander une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et vraiment, l'ARQTH permet d'aider au maximum le salarié
et l'entreprise à maintenir le salarié à son poste hein, déjà des avantages, hein, puisque l'entreprise peut rentrer dans le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec quelqu'un qui a l'RPTH. Hein. Les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'employer des travailleurs handicapés, donc 6%. Et donc, ça permet aussi aux salariés d'avoir des adaptations de poste, des facilités par rapport à la formation professionnelle. Et puis, ça permet aussi, ce dossier MDPH, pour la vie quotidienne, eh bien, et là, je pense que voilà, vous êtes nombreux à être concernés, c'est vraiment les cartes de mobilité inclusion, notamment, donc avec des facilités pour se stationner. Hein, c'est la carte de mobilité stationnement où on peut bénéficier de stationnement à proximité, bah, notamment quand on va faire des courses. Hein, voilà. Donc, bénéficier des places qui sont réservées aux personnes à mobilité réduite ou ces cartes de mobilité inclusion priorité, donc pour être assis dans les transports en commun, être prioritaire, voilà, et avoir des coupe-fil aussi, hein, parce que parfois c'est pas possible d'attendre dans les files d'attente. Et il y a également la CMI, donc la carte de mobilité inclusion invalidité. Donc c'est les mêmes avantages que les autres cartes, mais on peut aussi avoir des avantages fiscaux, notamment avec voilà, et des réductions dans les transports. Donc c'est vraiment Alors voilà, et je parle pas de tous les avantages pour les enfants, pour les étudiants, pour voilà, c'est vraiment une porte d'entrée qui est indispensable quand on a une pathologie, voilà, pour préserver sa qualité de vie. Voilà, Françoise. Merci Delphine. Donc, je m'adresse à Alice maintenant. Comment obtenir ma carte de mobilité si je ne suis pas bénéficiaire MDPH? Alors, je vais vous répondre juste, Françoise. J'ai vu dans le chat que quelqu'un disait qu'il était Oui, un peu perdu au niveau des sigles. Donc, juste, n'hésitez pas à nous interrompre s'il y a un sigle qui est pas clair. Normalement, on dit le sigle parce que c'est le plus employé, MDPH. Et après, on redétaille ces maisons départementales des personnes avec un handicap. Donc, pour rappel, c'est quand même la MDPH, c'est un petit peu un organisme central, surtout pour les personnes qui ont moins de 60 ans ou ne sont pas encore à la retraite. Et après, vous avez cité un autre sigle, et là, j'ai pas CPH. Je crois pas avoir dit ce sigle. Peut-être on a parlé de PCH, de prestation de compensation du handicap, qui est une prestation majeure qui existe dans la compensation du handicap. Mais n'hésitez pas voilà, à nous couper si à un moment donné, c'est pas clair sur le sigle. Hein. Voilà. Et excusez-moi ouais, allez-y, Alice. Françoise. Excusez-moi Alice. Pour les questions complémentaires, je pense qu'on va les faire à la fin de la présentation des questions et on répondra à toutes ces questions-là à ce moment-là. Là, on va continuer nos questions qui sont Oui, importantes. Voilà. bon, oui, oui, c'était juste pour reclarifier, pour qu'on ne perde pas tout le monde en route sur les sigles, bien sûr, Françoise, je suis d'accord avec vous. Donc, vous me disiez, Françoise, par rapport à la carte mobilité Oui. inclusion, la CMI, qui est soit demandée via le formulaire de la MDPH, comme on disait, soit, comme vous l'a expliqué Delphine, soit si on est déjà à la retraite, dans ce cas-là, c'est une demande qui est à formuler auprès du conseil départemental. Donc pour ça, le plus simple, c'est de contacter le conseil départemental de votre département, de demander la MDS, la Maison départementale des solidarités la plus proche de chez vous, et que quand vous avez et que de vous rendre à cet endroit pour demander un dossier, ou alors à l'accueil, parfois ils peuvent vous le fournir, mais l'avantage d'aller en Maison des solidarités, c'est que vous pouvez être accompagné dans la constitution du dossier par mes collègues assistantes sociales. Merci beaucoup Alice. Delphine, comment dois-je m'y prendre pour remplir un dossier MDPH? Car je sais que c'est pas simple du tout. Oui, alors le dossier MDPH, c'est vraiment un dossier, comme on le disait, qui est assez conséquent, mais qui est indispensable. Donc en fait, ce dossier, en fait, il y a plusieurs parties. Il y a évidemment une partie administrative, une partie certificat médical. Donc je conseille aux personnes qui seraient concernées de prendre rendez-vous auprès du médecin traitant et de bien spécifier que c'est pour un certificat médical dans le cadre d'un dossier handicap. Parce que pour bien remplir ce certificat médical
dans les détails, et Dieu sait que chaque euh, élément compte en fait. Il faut prendre du temps, il faut interroger la personne, et donc c'est plus qu'une simple consultation d'un quart d'heure avec son médecin pour faire les choses bien. Nous, bon, j'insiste un peu là-dessus hein, parce que c'est des choses qu'on voit régulièrement. Euh, sur le fait que telle prestation n'a pas été accordée dans le dossier MDPH, mais on voit aussi que certains patients font remplir leur certificat médical par des médecins qui connaissent à peine, ou que c'était vite fait rempli sans qu'il y ait vraiment eu un diagnostic approfondi du médecin sur les conséquences de la pathologie. Donc voilà, il faut bien spécifier que c'est déjà un rendez-vous spécifique pour le certificat médical. Bon, et après, il y a toute une série de documents à joindre. Il y a deux choses importantes là. Il y a ce qu'il faut amener dans ces dossiers handicap, c'est des rapports, voilà, le maximum, on va dire, de preuves médicales, de rapports d'expertise, de comptes rendus médicaux, de bilans de santé. Et je reviens encore à ça, de PNDS. C'est important enfin, soit de joindre la synthèse médicale d'un PNDS qui est votre pathologie, soit d'imprimer juste les pages qui sont vraiment les plus importantes et impactantes par rapport à ce que vous vivez vous. Et également, alors je crois que c'est depuis 2 ans, il y a aussi quelque chose qui est vraiment très bien, c'est un formulaire complémentaire qui a été mis en place par les filières de santé maladies rares. Et donc en fait, c'est un formulaire qui est complémentaire au dossier handicap de base et qui va permettre de vraiment spécifier dans les détails les besoins de la personne, parce que on se rend compte que dans le cadre des pathologies rares, les dossiers classiques qui sont trop génériques ne permettent pas de bien préciser tous les besoins dont que la personne a au quotidien. Donc, il y a un formulaire complémentaire de transmission. Voilà, c'est important. C'est un outil qu'on utilise régulièrement et dont on parle régulièrement à nos patients. Donc voilà. Après, évidemment, il y a ce dossier avec différentes parties à compléter. Je voudrais aussi bien parler pour celles qui sont concernées du projet de vie. Et en fait, le projet de vie, il est important je pense, de se faire accompagner pour le compléter, parce que bien souvent, vous vivez avec une pathologie depuis plus ou moins longtemps, parfois très longtemps, et on oublie toutes les compensations qu'on a mis en place pour pallier aux conséquences de cette pathologie. Et c'est important, avec un regard extérieur, de voir quelles sont les conséquences du handicap dans toutes les sphères de sa vie, qu'elles soient personnelles, familiales, professionnelles, etc. Et c'est important de l'écrire, de le factualiser, pour que les personnes qui lisent un peu trop vite peut-être parfois parce qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter à la maison du handicap, que les choses soient vraiment très clairement posées et très méthodiquement posées pour que ce soit clair pour eux et qu'ils puissent statuer favorablement par rapport aux aides aux prestations que vous demandez. Donc voilà. Donc après, évidemment, le dossier est envoyé par courrier ou en ligne, hein. Parfois, on fait les dossiers en ligne sur certains départements, donc ça c'est bien parce que on peut le remplir directement en ligne et suivre l'avancée du dossier. Comme le disait Alice tout à l'heure, les dossiers handicap, c'est vrai qu'il y a voilà, minimum 4 à 6 mois de délai d'attente et parfois on est sur des délais de 9 mois d'attente. Donc c'est des dossiers plus vite ils sont complétés, envoyés, mieux c'est. Et puis quand on a des besoins spécifiques, eh ben c'est bien d'anticiper les besoins pour pouvoir envoyer euh, par exemple si on a des demandes de remboursement de frais à faire, c'est bien de le faire avec anticipation pour pouvoir pour éviter d'attendre trop longtemps. Donc après voilà, il y a aussi des possibilités de faire des recours hein, quand on n'est pas d'accord avec la décision donnée par la maison du handicap. Donc il y a différents recours, hein, des recours gracieux, des recours contentieux. C'est pareil, c'est bien de se faire accompagner pour faire ces recours auprès de la maison départementale du handicap. Nous, on le fait régulièrement et ça permet voilà d'être soutenu. Et puis voilà, on a aussi des retours après parfois d'accords de prestations. Donc ça vaut le coup de se faire accompagner pour
quand il y a un refus de la MDPH, parce que souvent, il y a des éléments qui n'étaient pas suffisamment clairement spécifiés. Voilà, Merci Françoise. Delphine. Je vais vous poser une autre question. Comment puis-je savoir si j'ai droit au panier repas? Là, on parle d'un autre sujet. Alors, les paniers repas, en fait, oui, c'est un autre sujet. Alors là, il faut se renseigner auprès de votre commune. Souvent, il y a un CCS ou il y a un service spécifique d'accompagnement au domicile. Et puis, voir en fait s'ils proposent ce service-là. Et ensuite, il y a effectivement des conditions de ressources, hein, donc, et puis après, des conditions euh, pour être livré. Euh, voilà, bon, selon les organismes, tant pour les repas que pour le portage en fait, hein. Donc, et sachant que cette aide au repas peut aussi être demandée pour certaines personnes dans le cadre de l'APA, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui peut aussi financer sous certaines conditions ces portages de repas à domicile. D'accord, merci beaucoup. Alice, qui peut prétendre à la pension d'invalidité? Alors, la pension d'invalidité, c'est pour les salariés. Donc, en fait, quand on est salarié et qu'on a, alors la définition du Code de la sécurité sociale, c'est une réduction des 2 tiers de ses capacités. À ce moment-là, on peut bénéficier de la pension d'invalidité. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que, en fait, ça, c'est une définition très théorique. Souvent, c'est un peu plus complexe que ça. Parce que dans la pension d'invalidité, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est les personnes qui ne peuvent plus travailler à temps complet. Donc quelqu'un qui, par exemple, ne pourrait travailler qu'à 50%, mais même 60, 70, 80%. Et la deuxième catégorie, c'est pour les personnes qui ne peuvent plus travailler du tout. Et la troisième catégorie, c'est pour les personnes qui ne peuvent plus travailler du tout et qui ont besoin d'une majoration tierce personne, c'est-à-dire qui ont besoin d'une aide humaine au quotidien. Et ce qui est important à dire, c'est que ça, cette possibilité de la pension d'invalidité, elle existe uniquement pour les salariés de droit privé. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne peut plus exercer son activité professionnelle, soit comme je vous le disais, à temps plein, soit qui ne peut plus l'exercer du tout. Il peut solliciter une demande d'invalidité auprès du médecin conseil de la CPAM. Et donc, la décision, elle revient uniquement au médecin conseil de la CPAM. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que c'est pas parce que je suis bénéficiaire d'une pension d'invalidité que je vais forcément être licenciée de mon poste. Donc en fait, il y a le code de la sécurité sociale et il y a le code du travail. Et donc, souvent, c'est la même situation. L'invalidité entraîne un licenciement pour inaptitude, mais c'est pas toujours le cas. Et peut-être en quelques mots, Françoise, vous dire que en fait, la pension d'invalidité, comment elle est calculée? Je fais très vite parce que s'il y avait des personnes qui étaient concernées, l'idée c'est plutôt de faire des simulations, mais c'est la moyenne des 10 meilleures années. Donc les 10 meilleures années de salaire. Et après, en fonction de la catégorie, catégorie 1 quand on peut plus travailler à temps plein, c'est 30% de cette moyenne des 10 meilleures années. Et 50% si on est dans une catégorie 2 et qu'on ne peut plus travailler du tout. Et que souvent, dans les entreprises, il y a une prévoyance qui permet de compléter la perte de ressources. Pas totalement, ça dépend des prévoyances, mais qu'il peut y avoir ce système-là. Merci Alice. Maintenant, je m'adresse à Delphine. J'aide mon conjoint, par exemple. Ai-je droit à une indemnisation en cas d'arrêt de travail pour m'occuper d'un membre de ma famille? Alors, il n'y a pas d'indemnisation en cas d'arrêt de travail, hein, mais il y a des congés qui existent. Donc, il y a notamment ce congé qui est pas très vieux, hein, d'ailleurs, hein, qui est le congé proche aidant. Donc, quand on est salarié, on peut, sous certaines conditions, bénéficier du congé proche aidant. Alors, les conditions, euh, il y en a plusieurs, notamment que la personne euh, dont on est l'aidant familial et un taux de handicap d'au moins 80%, ou bien que ce soit une personne âgée dépendante, mais qui soit dans un GIR de 1 à 3. Voilà. Il faut savoir que l'employeur ne peut pas refuser ce congé.
voilà, qui est ouvert à tout salarié, que le congé proche aidant peut aussi bien servir à un conjoint qu'à un ascendant, qu'à un enfant, que même à une personne âgée avec qui il entretient des liens stables. Ça veut dire qu'on peut bénéficier du congé proche aidant sans forcément s'occuper de quelqu'un de sa famille. Donc voilà, donc ce congé proche aidant, il est de 3 mois maximum. Donc voilà, donc il peut être renouvelé. Il ne peut pas dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié. Donc il peut être pris à temps plein ou à temps partiel. Alors de mon expérience, ce qui sert souvent, c'est de poser quelques jours lorsque l'on est aidant familial et qu'on doit se rendre ou accompagner la personne aidée lors des rendez-vous médicaux, etc. Bah, ça permet d'éviter aux aidants de poser des congés ou de poser des RTT. Voilà, donc c'est quand même très pratique. Donc comment on fait la demande? Ben, en fait, on informe son employeur qu'on va adresser cette demande-là. Donc on l'informe par un courrier. Et puis après, voilà, on peut bénéficier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un congé qui n'est pas rémunéré par l'employeur, mais qui va être rémunéré euh, avec une allocation qui s'appelle l'allocation journalière de proche aidant. Et l'allocation va être versée par la CAF. Voilà, la CAF du lieu de domicile de l'aidant familial. Donc l'employeur, lui, il enregistre cette absence comme congé proche aidant et donc il y a une déclaration qui se fait entre l'employeur et la CAF de façon à ce que la CAF déclenche le paiement de l'allocation en fonction de la journée d'absence qui a été prise. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Il y a le congé proche aidant, puis il y a aussi le congé de solidarité familiale qui peut aussi être pris euh, pour accompagner un proche. Donc là, c'est plutôt un proche en fin de vie, que ce soit pareil, un ascendant, un descendant, donc un enfant ou une personne qui partage le même domicile ou avec qui on a un lien de confiance, en fait. Et c'est la même chose, hein, l'employeur ne peut pas refuser cette demande de congé. Il faut informer l'employeur par courrier. C'est 15 jours avant, au moins avant le début du congé, avec une lettre simple. Donc, c'est un congé qui peut être d'une durée de 3 mois, qui peut être renouvelé une fois, qui peut être pris à temps plein ou à temps partiel. Voilà. Et donc, il y a une allocation qui peut être, donc c'est pareil que le congé proche aidant. L'employeur ne rémunère pas ce congé, mais la personne aidée peut être indemnisée, entre guillemets, par une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc là, il y a une allocation qui existe. Voilà. Et dernière possibilité aussi, quand on est aidant familial, on peut aussi être reconnu aidant familial au titre de la PCH dont on parlait tout à l'heure. Et donc, dans ces cas-là, si on est amené, par exemple, de façon plus longue à aider une personne de son entourage, eh bien, on peut non pas être indemnisé, mais on peut être dédommagé, donc au titre de la PCH. Donc, il faut avoir fait la démarche auprès de la maison du handicap et on peut être reconnu aidant familial et dédommagé. Voilà. Donc, il y a ces 3 Merci. possibilités-là. Merci Delphine. J'ai une dernière question avant de laisser la parole à tous pour vos questions, qui est pour Alice. Comment faire une demande d'hospitalisation à domicile? Alors, l'hospitalisation à domicile, c'est effectivement une hospitalisation, mais qui se fait chez la personne. La seule personne il y a deux personnes qui peuvent en faire la demande. La première, c'est le médecin traitant. Et la seconde, ça peut être le médecin de l'hôpital. D'ailleurs, à l'hôpital, il y a parfois des personnes, on dit hospitalisation à domicile, le sigle c'est HAD. Et d'ailleurs, des médecins qui font le tour et qui proposent aux patients, quand ils vont en sortir, de pouvoir retourner à domicile dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Ce qui est important de dire, c'est que c'est remboursé entièrement hein, par la CPM, c'est pris en charge comme si vous étiez à l'hôpital et que il y a vraiment un soin qui est dédié, enfin, comment dire, vous bénéficiez des mêmes soins qu'à l'hôpital en fait. Alors, il n'y a pas quelqu'un en permanence, mais en tout cas, il y a vraiment un suivi qui est très important.
Merci beaucoup. Merci Alice, merci Delphine. J'ai fini mes questions enfin pour les participants. Donc, merci pour toutes ces éclaircissements, toutes ces réponses très détaillées que vous nous avez apportées. J'espère que je n'ai pas été trop longue dans mes questions ou trop de questions posées. Tous les détails ont été bien donnés. Maintenant, je laisse la parole si quelqu'un veut poser une question, souhaite poser une question, comme tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui souhaitaient Il y en avait une poser. question de Jean-Louis dans le chat tout à l'heure au sujet de Oui, dans le chat, l'ALD oui. et des bons de transport. Jean-Louis, si vous voulez peut-être Prendre la reposer parole, votre question. Jean-Louis. Il faut réactiver le son, Jean-Louis. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai un problème avec ma CPAM qui me refuse le transport, alors que donc je suis bien sûr en ALD 100%, que cela a été justifié par un protocole de soins relatif à ma fibrose pulmonaire, et donc que la prescription de transport a été établie, et la CPAM me refuse le transport. J'ai donc fait une demande en commission de recours et je n'ai aucune réponse depuis plus de 2 mois. Alors je me demande si vraiment donc il y a des problèmes pour obtenir ces remboursements, d'autant plus si vous voulez qu'on me prescrivait des déplacements en taxi, et comme je suis encore valide, j'utilise les transports en commun. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, cette réticence. Voilà. Alors est-ce qu'il y a déjà des cas? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Comment faire? Moi, j'ai plusieurs questions pour vous, Monsieur Roux. La première, c'est votre médecin, il a bien fait une demande. Alors, non, le trajet, il est récurrent et il fait combien de kilomètres? Alors, le trajet, ben, oui, il est récurrent puisque je suis convoqué pour divers donc, entretiens avec le professeur, ses adjoints. Je suis convoqué pour des hospitalisations de jour. Je suis convoqué pour donc, la mise en place d'un appareil respiratoire. Je suis convoqué pour des scanners, pour diverses choses. Et donc, je fais en gros un déplacement de l'ordre il faut que je prenne un bus, le RER, le métro, le tram, pour me rendre donc de mon domicile à l'hôpital Avicenne. Bon, et donc, j'ai présenté toutes mes demandes avec tous les justificatifs et j'ai un refus pur et net. D'accord. Et je veux dire, c'est l'hôpital le plus proche de votre domicile parce que Ah, ce qu'on c'est pas voit moi qui ai souvent. choisi l'hôpital. Non, mais je sais bien, mais ce qu'on voit souvent, c'est justement que la PPM, elle a du mal à comprendre ça. Vous voyez, par exemple, par rapport au centre de référence, que Ouais. des patients ont besoin d'être suivis au centre de référence. Et donc, vous tombez sur un technicien un peu administratif, et lui, il regarde déplacement de tel lieu à tel lieu, il y avait plus près, et donc il y a un refus. Et souvent, en commission de recours, la demande est étudiée de manière un peu plus approfondie et le pourquoi de qu'est-ce qui motive vos déplacements aussi. D'où ma question j'imagine bien que vous n'avez pas choisi cet hôpital et que c'était pas au hasard, mais de savoir est-ce que c'est dans le cadre est-ce que c'est le plus proche de votre domicile ou est-ce que c'est dans le cadre du centre de référence où vous êtes suivi? Si vous voulez, en fait, j'ai consulté un pneumologue quand donc j'ai senti qu'il y avait certains problèmes. Et donc cette personne était un élève du professeur Nunes à l'hôpital Avicenne et m'a orienté directement vers chez lui. Alors effectivement, je constate qu'il y a donc la possibilité, par exemple, d'aller à l'hôpital Mondor à Créteil. Mais enfin, je ne savais. Est-ce qu'il faut faire une demande de mutation de dossier? Non, je pense pas. Je pense, je sais pas ce qu'en pense Delphine, mais moi je dirais, c'est très souvent que la commission de recours, elle met un peu plus de 2 mois à répondre. J'attendrai le retour de la commission de recours qui va étudier de manière un peu plus approfondie votre situation. Et si à ce moment-là, vous n'avez pas gain de cause, je vous invite plutôt à revenir vers nous, peut-être en individuel, et à ce moment-là, qu'on remonte un dossier pour bien réexpliquer votre situation et qu'est-ce qui motive le fait que vous déplaciez
je mets des guillemets bien sûr, mais au titre de la CPAM, aussi loin, c'est-à-dire et que vous n'alliez pas au plus proche de votre domicile. Moi, je trouve que ça serait dommage que ça soit vous êtes suivi là-bas, ils ont votre dossier, ils connaissent votre situation. Je trouve que ça serait dommage que ça soit votre état de Je le santé pense aussi. finalement et le suivi médical qui pâtissent d'une complexité administrative ou d'une rigidité administrative. Mais en général, quand même, en commission de recours, il y a des accords. Mais si ce n'était pas le cas, je vous invite à revenir vers nous. Entendu, merci. Pour compléter, Alice, le centre, enfin, l'hôpital Avicenne dont parle Monsieur Roux est bien centre de référence, alors que Créteil n'est même pas centre de compétence sur les maladies rares. Donc c'est normal qu'il soit suivi à Avicenne. Ah. Je vois dans le chat quelqu'un qui dit il est étonnant que le médecin traitant n'ait pas intégré cette donnée, mais en fait, ça c'est un peu notre quotidien avec Delphine, c'est-à-dire qu'on se heurte à des problématiques médicales, des besoins des protocoles administratifs qui en fait ont des cases très spécifiques et parfois il y aurait besoin d'un peu plus d'explications dans les besoins, effectivement. Juste une petite précision, si je peux me permettre, sur l'ALD, donc en ce qui concerne la FPI, la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc on a bien un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins qui a été établi en juillet 2021 et qui a une synthèse pour le médecin traitant. Donc ça, c'est des choses, effectivement, si certains ont besoin, on peut vous redonner les coordonnées ou le trouver. Par contre, ce n'est pas vrai pour les autres formes de fibrose pulmonaire. C'est la seule forme de fibrose pulmonaire qui a son PNDS. Oui, Et puis dans le cas de recours, ce qu'il arrive souvent, c'est que ça peut être bon aussi de demander à son médecin traitant de se mettre en contact avec le pneumologue référent, justement, parce que parfois le refus peut venir d'une mauvaise rédaction en fait, des critères liés à la fibrose pulmonaire. Et on a même eu des cas où le responsable du centre de référence coordinateur au niveau de la France est intervenu après plusieurs refus successifs et a pu faire bouger les choses. Je confirme bien que Je vous rejoins. je confirme que le protocole de soins établi par le professeur Nunes stipule bien qu'il s'agit d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Tout à fait. Je vous rejoins sur ce que vous disiez. C'est pour ça que quand on est dans des cas qui ne sont pas les cas spécifiques, c'est-à-dire d'aller à l'hôpital le plus proche, mais d'aller au centre de référence, ça nécessite de faire une demande d'entente préalable. Et que cette demande d'entente préalable, il faut qu'elle ait été faite par le médecin, bien sûr, avant que vous, théoriquement, avant que vous vous lanciez dans ces trajets-là, en fait. Et parfois, c'est aussi ça qui peut-être a manqué, je ne sais pas, Monsieur Roux, mais c'est possible. Bon, je peux toujours demander au pneumologue qui m'a orienté vers l'hôpital Avicenne d'en indiquer les raisons. Éventuellement, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une petite question, peut-être, s'il n'y en a pas d'autres. Merci. Alice et Delphine, vous avez pas parlé des aides éventuelles qu'on peut avoir au niveau des mutuelles. Est-ce que je rêve? Je crois que parfois, il y a certaines aides qu'on peut avoir en complément, en complément des aides, je dirais, de l'État, en fait, et de la sécurité sociale et tout ça. Je pense particulièrement aux aides à domicile, ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'il a fallu faire des choix de sujets. Mais effectivement, c'est bon à préciser que dans les mutuelles et prévoyance, il existe et les caisses de retraite complémentaires, il existe des fonds sociaux qui sont pas toujours bien connus, mais voilà, c'est un peu aussi notre quotidien quand on accompagne des patients qui ont besoin d'une aide financière parce que il y a tel et tel soin ou telle et telle difficulté financière qui n'a pas pu être pris en charge. On se met en contact avec ces organismes, on demande des dossiers, des demandes d'aide financière de fonds sociaux et puis on fait régulièrement des aides financières via ces leviers-là. Donc, alors c'est vrai, il y a cette partie-là, et puis il y a une partie qu'on n'a pas non plus soulevée, qui est vraiment importante et qu'on parle en fait, dont on parle dans les entretiens, c'est aussi soyez bien précautionneux sur le choix de la mutuelle, sur voilà le choix de la mutuelle, de votre prévoyance.
On a, des fois c'est tout bête, hein, mais c'est aussi un levier d'avoir une bonne mutuelle. Voilà, donc ne pas hésiter à réinterroger ou à comparer différentes mutuelles tous les ans, une fois tous les 2 ans, parce que c'est pareil, les conditions évoluent, voilà, ça évolue beaucoup dans le secteur. Nous, on travaille beaucoup avec un partenaire et qui nous a permis d'avoir accès à des produits assurantiels vraiment très intéressants. C'est un des rares courtiers en France qui est vraiment spécialisé dans l'assurance liée à la santé et qui a justement qui est même spécialisé dans les maladies rares. Et donc voilà, il a souvent vraiment des produits qui sont intéressants et voilà, donc il est très réactif et voilà, c'est important de bien aussi cerner cet aspect-là parce que voilà, les soins, le remboursement des soins, toutes ces dépenses-là, c'est un peu voilà, c'est un peu votre quotidien, donc c'est important d'être bien couvert. Je Merci. dirais, Delphine, Une elle question parlait de du fonds Jacques sur d'action le. Ouais. sociale, mais il y a aussi toute l'action sociale. Il y a les aides financières, mais par exemple, on disait pour les personnes qui ont l'APA, sur les GIR 5 et 6, les caisses de retraite complémentaires, il y en a certaines qui financent la mise en place d'aides à domicile. Dans les caisses de retraite complémentaires, je pense à Clésia, parce que j'ai travaillé avec eux récemment, mais c'est le cas d'autres qui financent des CESU. Donc, vous savez, les CESU pour rémunérer des emplois à domicile, des CESU qui sont entièrement préfinancés pour les aidants, par exemple. Et ça peut aller jusqu'à des sommes qui vont jusqu'à 1 800 € quand même. Donc voilà, il y a effectivement, vous avez raison, mais ça, c'est propre. Je pense qu'avec Delphine, et Françoise, quand on a construit l'intervention, on vous a parlé beaucoup du droit commun. Et effectivement, quand on est en accompagnement individuel, on va aller chercher aussi tout ce qui est propre à la personne et donc en fonction de chaque caisse complémentaire, chaque mutuelle, chaque prévoyance. Bien sûr. Il y avait une question de Jacques Jacques. dans le chat. Oui. Dans le chat, ouais. Jacques. Oui, je Vous avez demandais dit que simplement. Voilà, excusez-moi. Oui, je vous en vous prie. avez parlé de la LD tout à l'heure, vous avez dit qu'elle était valable 3 ans ou éventuellement 10 ans, mais à l'issue de ces 3 ou 10 ans, est-ce qu'elle est renouvelable? Est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour la renouveler? Je te laisse répondre, Alice. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors les renouvellements automatiques, non, c'est voilà, il faut renouveler, faut refaire une demande d'ALD quand elle arrive à son terme. Et est-ce C'est que, 5 ans, non? et est-ce, et est-ce que l'on est prévenu de C'est l'échéance 3 ans, pardon, Françoise. de cette... Non, vous n'êtes pas Delphine, prévenu de l'échéance. En fait, vous avez la notification d'ALD qui va vous donner la durée de votre ALD. Et donc, c'est à vous de noter cette date pour vous retourner chez votre médecin traitant pour qu'il renouvelle l'ALD. Parce que comme disait d'expérience, C'est Delphine, aussi, l'automatisme dans la CPM, pas trop, non. d'expérience, Jacques, c'est le pharmacien qui se rend compte le premier quand ah, tu vas chercher ta boîte d'eau fève, qui te dit, tiens, c'est ce que je voulais dire, c'est ce qui est t'arrêtes arrivé. là. C'est la pharmacienne ou même le Ouais. médecin hein, qui voit que votre carte n'est plus à jour. Le médecin peut voir quand vous payez, quand il intègre la carte de Vital, il voit que vous n'êtes plus à 100% et c'est à ce moment-là que vous pouvez le renouveler. C'est arrivé cette semaine à quelqu'un qui est allé à la pharmacie pour chercher son OFEV qui n'était plus pris en charge à 100%. Bon, le pharmacien lui a donné son OFEV, bien sûr, et ainsi que il n'a rien payé, mais il est allé chez le médecin tout de suite qui lui a renouvelé directement l'ALD en 3 minutes, quoi. Donc ça va très vite en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur un autre sujet qui vous est propre d'expérience? Libérer Delphine et Alice qui nous ont accordé cette heure d'intervention, que je remercie donc au nom de tous les participants et de notre communauté de patients.
pour votre bienveillance déjà, la qualité de votre écoute et de vos réponses à toutes nos questions sur un sujet pas toujours simple évidemment à résoudre et surtout pour le temps que vous nous avez consacré. Donc je voulais rappeler aussi justement, comme le disait si bien Jean-Michel tout à l'heure, que si vous avez besoin d'une assistante sociale, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Respifil où vous trouverez un service d'assistante sociale à votre écoute. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et vous aurez l'avantage de connaître évidemment Alice et Delphine qui pourront répondre à vos besoins. Donc, si plus aucune question, je vais libérer Delphine et Alice et je vous remercie à nouveau. Juste Françoise, je me permets de préciser que voilà, on est joignable plutôt par mail. Donc le mail est indiqué sur le site Respifil, donc c'est maladie au pluriel -rare @alliance-du6social.fr. Donc c'est bien indiqué sur le site Respifil et que pour la filière Respifil, nous sommes 3 assistantes sociales à répondre aux patients. Donc il y a évidemment Alice, mais il y a aussi Sarah et moi. Donc et Sarah est basée, nous on est basé à Toulouse, Sarah est basée à Bordeaux, mais de toute façon c'est du distanciel. Mais on est 3 assistantes sociales à répondre aux patients. Donc ça peut être une de nous 3 qui vous répondra. Merci beaucoup Delphine. Merci. Je vais vous libérer, je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis à très bientôt. Nous restons sinon... Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et tous et merci beaucoup Françoise pour cette belle initiative. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.